Pas de souci. Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue ce soir à la conférence optimisation fiscale. Nous allons commencer dans une minute ou deux. Et avant ça, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat? Vous avez un petit chat à disposition. Alors le premier, c'est juste pour savoir si vous entendez bien. Et après, le reste, c'est à dispo si vous avez des questions. Et bonjour tout le monde. Pas de pouce pour l'instant. Est-ce que vous entendez bien? Je vais mettre un message dans le chat comme ça, si vous le voyez pas, ça le fera popper. Super. On a utilisateur de Zoom qui a mis le pouce, donc c'est bon. Parfait, je sais pas Donc, si on va Marie nous commencer. entend bien, et William aussi. Vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat pour être sûr. Et comme ça, on pourra démarrer. Et à 32, on démarre pile poil. Pourquoi? Parce que le planning est chargé ce soir pour une petite heure. Donc, bonsoir à tous. Ravi de vous présenter ce soir une conférence fiscalité co-animée, enfin, le plus par Johan. Et justement, parlant de planning, le voici. Nous allons commencer par une brève introduction sur qu'est-ce que notre projet d'éducation financière, en parlant d'outils de mécanique financière, mais aussi du conseil en investissement, comment il se détermine. Et ensuite, on parlera sur le sujet, sur le pourquoi on est là aujourd'hui, d'environnement fiscal et même de pistes possibles pour aller justement l'optimiser. Globalement, donc pour commencer sur notre projet d'éducation, si je reviens aux bases de l'éducation financière, il y a ce qu'on appelle la différence entre l'actif et le passif. Je vais avoir, dans mes deux cas, des revenus. Mes revenus, ça va être issu de biens professionnels, de retraite, de salariat ou indépendant. Avec ces revenus, je vais pouvoir les dépenser dans, par exemple, des produits de la vie courante. Une nouvelle voiture, de nouvelles baskets, une nouvelle montre, un crédit immobilier si j'ai voilà, une augmentation de salaire, etc. Le souci, c'est que ce passif, souvent, il va augmenter avec l'augmentation de mes revenus, mais je vais être dépendant de ceci. Pourquoi? Parce que souvent, mes revenus vont augmenter et je vais devoir en fait de plus en plus dépenser. La deuxième manière d'utiliser mes revenus, dans le deuxième cas, c'est de les mettre sur des projets qui vont me permettre d'investir pour moi plus tard dans quelque chose qui va se revaloriser dans le temps. Donc pour ça, la différence, c'est que je vais me rendre indépendant de mes anciens revenus, avec ce qu'on appelle au bout d'un moment des revenus résiduels, donc résiduels parce que c'est issu d'efforts passés, qui reviennent en fait dans mon portefeuille, indépendamment de mes revenus. Pareil, même chose, je peux l'appliquer sur le domaine de l'entreprise. Dans un cas classique d'entreprise, je vais avoir des salariés, une marge à sortir, des bénéfices, et tout ça va être lié à la vente de mes produits. Cette vente, mon passif, qu'est-ce que c'est? Ça va être ma dépendance commerciale. Je suis obligé d'aller chercher, d'avoir une conquête commerciale, de faire du renouvellement sur mes produits, etc. Dans un deuxième cas, si mon entreprise est basée non pas sur la vente, mais sur la relation, je vais avoir, pareil, comme des revenus résiduels commerciaux. Comment? Au début, je vais devoir peut-être me faire connaître, faire marcher mon cercle relationnel, bouche à oreille, etc. Mais en fait, très vite, mon actif, ça va être la recommandation et du coup ma relation. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, une fois que mon activité elle est pérenne, je n'ai plus besoin en fait de faire une démarche de prospection. Donc c'est un peu voilà, le même état que l'actif passif. Et justement, le métier de conseil,
Aujourd'hui, avec Nuan, nous sommes tous deux conseillers en investissement. Et ce métier-là, pour pouvoir présenter ces slides aujourd'hui, il va être très réglementé. On va avoir des habilitations conformes à chaque produit, donc immobilier, crédit, agent lié, donc tout ce qui va être produit spécifique, comme le CIF, conseiller en investissement financier, MIA pour mandataire intermédiaire d'assurance, etc. Également, on va avoir des engagements de formation continue, d'éthique de conseil, un suivi de nos clients, de portefeuille, mais adapté à chaque personne, etc. Également, l'activité est sous instance enfin, sous agrément des plus hautes instances de contrôle, l'autorité des marchés financiers, l'ACPR, ce que j'aime bien dire, c'est un peu les gendarmes de la Banque de France. Et moi, par exemple, à titre personnel, je fais partie de l'ANACOFI, un peu l'association des conseillers financiers en France. Globalement, alors aujourd'hui, même si c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, on va pas avoir forcément d'abord une démarche de produit, mais d'abord une démarche de conseil. C'est-à-dire que chaque produit, il faut qu'il y ait une étude auparavant, savoir si est-ce que ça me correspond. C'est pour ça que notre démarche, c'est de dire à quelqu'un, un étudiant, un retraité, peu importe, en fait, de faire un point sur la situation financière, professionnelle, personnelle. Ensuite, on va adapter les solutions par rapport à sa situation et à ses besoins. On va accompagner évidemment jusqu'à la mise en place et jusqu'au bout, jusqu'au suivi. Une fois par an, faire un point de situation. Est-ce que le projet est toujours en adéquation, etc. Et justement, entre l'étape 1 et l'étape 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle cette fameuse étude patrimoniale. On va creuser le produit sur mesure pour notre client. Mais alors justement, ma situation actuelle, comment est-ce que je la définis? Ça peut être aussi par rapport à mon stock, mon épargne actuelle. Est-ce que j'ai du court terme, tout ce qui va être épargne bancaire? Est-ce que j'ai du moyen terme, tout ce qui va être peut-être horizon de placement un peu plus lointain, comme plus de 5 ans, peut-être plan épargne d'entreprise, peut-être certains connectés en ont, ou alors assurance vie. Et le long terme, vous en doutez peut-être un peu, tout ce qui va être retraite ou immobilier. Et donc, on va pouvoir jauger, peut-être réorganiser nos clients par rapport à ça. La deuxième étape, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le flux. Combien il me reste à la fin du mois? Est-ce qu'il me reste 100, 200, 1000? Est-ce que je le répartis tout sur mon court terme? Parce qu'en France, on est capable d'épargner quasiment 18% de nos revenus, on sait les épargner. Sauf que on est très bon en épargne, mais très mauvais en investissement. Peut-être qu'une partie de ce flux, je peux le mettre sur du moyen long terme vers de l'actif qu'on a vu juste avant. C'est ça notre travail. Et justement, l'étude sur mesure, en fait, elle va se baser sur pas mal de choses. Le stock, le flux qu'on a vu juste avant, la capacité de crédit, parce que c'est un des effets de levier les plus intéressants pour se créer du patrimoine, et bien sûr la peau. Vous êtes là pour ça ce soir, mais la fiscalité, ça rentre en compte quand on fait une étude personnalisée. Et quel genre de produit? En fait, c'est simple, on peut tout proposer, ce qui est réglementé, ce qui permet d'avoir une éthique globale. Placement financier, SCPI qui est un peu un hybride des deux, l'immobilier locatif ou même la prévoyance. Donc si je résume, en fait, en travaillant en architecture ouverte, me permet d'accompagner bon nombre d'investisseurs sur les placements, assurance vie, PER et autres, capital investissement, SCPI fiscal, etc. Ou même l'immobilier avec toutes ses formes. On l'a vu, de Normandie, qui est des produits assez récents, du propriété, LMNP pour ceux qui connaissent, location meublée non professionnelle, etc. Pourquoi faire appel à un conseiller? Il permet de parler tous les jargons de chaque métier. Il permet de faire l'étude sur mesure, aller trouver le bon promoteur, trouver le financement, accompagner chez le notaire, etc. Si je prends l'exemple, bien sûr, de l'immobilier. Le suivi, quel est le point d'intention dessus? Parce que oui, une fois qu'on a mis en place, le plus important, c'est le suivi. Parce que le rendez-vous va forcément être de qualité si je fais une étude sur mesure, mais surtout si je la mets à jour chaque année. Et donc, une étude sur mesure de qualité suscite forcément la recommandation, parce qu'on la demande. On a fait choix avec Johan, pas facturer d'honoraires dans nos cabinets respectifs, mais en contrepartie, la recommandation, c'est gage de valeur. Justement, on a fait le choix de ne pas faire de carte de visite, pas de phoning sur les plus gros portefeuilles de nos villes respectives, par exemple, ou alors pas de site internet, etc. On marche seulement justement à la recommandation. Et justement, en fait, on est tous deux indépendants. Et pour faire justement ce travail d'approche d'éthique en architecture ouverte de conseil, on a fait le choix de rejoindre un réseau, comme une association d'indépendants, sauf qu'elle est là depuis plus de 30 ans maintenant. Donc en fait, depuis 1992, elle accompagne tous les investisseurs dans leur sujet d'épargne. Et justement,
En fait, comme on est plusieurs, on a beaucoup plus de poids sur le marché, sur toutes ses formes. L'immobilier, les placements, le financement, voilà quelques exemples. En fait, avec plusieurs centaines de partenaires, ça nous permet en fait d'être euh, attractif pour chaque type de personne. Dès 50 euros, en fait, on peut faire quelque chose de sympa. Maintenant, donc là, on a fait rapidement, voilà, il fallait mettre un peu l'introduction sur la partie bah, éthique de conseil, pourquoi, qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la fiscalité, c'est le moment. Voilà, on a tous reçu notre avis d'impôt sur le mois d'août, ça a été un peu plus en avance cette année. Et ben, il reste encore 2 mois pour le travailler. Et justement, et ben en fait, Johan va vous parler de pas mal de choses, de le comprendre, comment ça marche, même de produits assez intéressants. Et n'hésitez pas à utiliser le chat, nous répondrons aux questions à la fin. Johan, je te laisse la main pour nous Eh ben, parler de l'environnement fiscal. ouais, merci Arnaud pour la présentation du métier. Et effectivement, avant de rentrer dans le détail plus produit en citant des exemples concrets de ce qui existe aujourd'hui, eh ben, on va faire un rappel ou en tout cas une présentation de aujourd'hui comment fonctionne l'impôt et la fiscalité en France. Aujourd'hui, on va donc parler d'optimisation fiscale et on va pas parler d'évasion et de fraude fiscale qui là sont plus liées à de l'irrégularité, hein, par exemple une erreur involontaire, etc. Qui sont du coup des éléments illégaux dont on va pas parler parce que bah, on n'en propose pas et donc on va se concentrer sur l'optimisation fiscale. Aujourd'hui, l'impôt, on dit qu'il est subi et opaque. Il est subi parce que ben, voilà, la France, c'est un peu les champions de la fiscalité, et opaque parce que en parlant entre nous, ben, on entend souvent et on se dit souvent, ben, en fait, on sait pas trop ce que l'État il fait avec nos impôts. Donc c'est pour ça qu'on parle d'opacité de la fiscalité, hein. C'est parce que à quoi sert notre impôt? Et ben aujourd'hui, on n'arrive pas souvent, pas, en tout cas pas facilement, à avoir la réponse si elle existe. Du coup, l'idée, en fait, c'est de passer de cet impôt subi et opaque à un impôt maîtrisé et transparent, euh, là où on va réfléchir l'épargne des Français, hein, parce que les Français, c'est les champions de l'épargne, mais l'État qui ne peut pas être professionnel de partout se dit, ben, on va mettre à disposition et on va proposer aux particuliers de soutenir l'économie en investissant dans l'innovation, par exemple, ou même dans leur retraite, et en récompense de cette redirection de l'impôt, eh ben, on aura des avantages fiscaux. Et du coup, on sait dans quoi notre impôt va être investi, parce que c'est nous qui allons le choisir. Maintenant, si on fait une prise de recul aujourd'hui sur les impôts en France, hein, sur la répartition des prélèvements obligatoires, sachant que les prélèvements obligatoires, ça représente à peu près 45% du PIB de la France, hein, c'est assez énorme, hein. Quand on fait cette prise de recul, on voit que ben, ce qui est le plus taxé, hein, c'est les cotisations sociales. Et là où nous, on va venir jouer ou en tout cas faire de l'optimisation, ça va être les impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu, ça ne représente que 7% de l'assiette globale de ces prélèvements obligatoires. À noter hein, qu'en 2017, on a passé les 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Juste pour se rendre compte un peu de l'assiette globale. Pour vous illustrer comment fonctionne la fiscalité, on va prendre un exemple assez visuel et assez parlant de l'euro qui double. Alors l'euro qui double, c'est quoi? C'est que je vais investir 1 euro et au bout de la première année, eh ben, je récupère 2 euros. Au bout de la deuxième année, ces 2 euros vont se transformer en 4 euros, etc., etc., pendant 20 ans, jusqu'à arriver eh ben, à une épargne de plus d'1 million d'euros. Alors, un produit comme ça, avec un taux de rendement comme ça, il n'existe pas, et c'est pas ce que je vais vous proposer à la fin, mais voilà, c'est pour faire la comparaison. Maintenant, si cet euro qui double, je lui applique une fiscalité. Alors, on va prendre une fiscalité de 33%.
Pourquoi 33%? C'est assez arbitraire comme choix, mais ça se rapproche de ce qu'on appelle la flat tax, hein, l'imposition sur les 30%. Et c'est un sujet du moment là avec le projet de loi de finances et le vote du budget à l'Assemblée, de passer cette flat tax à 33%, pourquoi pas. Bon, c'est assez arbitraire, mais c'est pour montrer l'impact quand même de la fiscalité sur cet euro qui double. Donc le premier euro, eh ben, il va être imposé, et du coup, quand il va doubler, il va plus être que 1,66 €. Sur la deuxième année, c'est cet euro 66, pareil, sur lequel on va appliquer la fiscalité de 33% pour donner 2,75 €. Au bout de 20 ans, on n'aura plus épargné 1 million d'euros, mais 25 000 euros. Alors, la différence, elle est énorme entre les deux, mais c'est pour montrer l'impact de la fiscalité et de dire, eh ben, un projet, ça se regarde dans son ensemble, avec de l'accompagnement aussi, pour vérifier que la fiscalité, eh ben, comment elle est en entrée, comment elle est en sortie, et du coup, bah, c'est ça qu'on doit regarder pour faire un projet ben, qui va dans le bon sens. Maintenant, pour parler de la tranche marginale d'imposition, hein, donc le TMI, qui se calcule en fonction des revenus et aussi du nombre de parts qu'on a. Donc ça, c'est des notions que vous avez certainement déjà entendues, et on va prendre un exemple concret pour parler du TMI. Si on prend l'exemple de Pierre, hein, qui a des revenus nets imposables à 31 500 euros, et qui est célibataire. Il est célibataire, donc il a une part. Si vous êtes marié, ben, vous avez deux parts, et après, c'est 0,5 parts par enfant. Donc là, Pierre, il a 31 500 euros de revenus net imposables, donc divisé par un, ça lui fait 31 500. Maintenant, avec ces 31 500, on va regarder dans quelle tranche, par rapport à un barème progressif, euh, Pierre se trouve. Là, les 31 500, on voit qu'il est entre 29 316 et 83 823, il est donc à un TMI de 30%. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette tranche, hein? Donc c'est-à-dire que son TMI est de 30%, ça veut pas dire qu'il va payer 30% de ses 31 500 euros pour calculer les impôts. Comment on va calculer ça? Eh ben en fait, on va calculer 0% entre 0 et 11 497 euros. Ensuite, de 11 498 euros à 29 315 euros, ben, on va calculer 11% pour ces impôts. Et ensuite, à partir de l'euro supérieur à 29 316 euros, et ben, on va calculer le restant, la différence qui lui reste à payer sur 30%. Donc, quand on dit qu'on a passé une tranche, et souvent on a cette réflexion où c'est quelque chose qu'on regarde parce que ce barème, on peut le retrouver assez facilement et on se dit, ben, si jamais je suis augmenté, je vais changer de tranche, donc peut-être ça vaut pas le coup parce que je vais être imposé à 30%. Bah non, c'est que la différence qui est imposée. Oui, être augmenté, ça vaut toujours le coup. Bon, ça, je vous apprends rien. Maintenant, si on regarde un peu dans le détail sur la fiche d'imposition, donc là on reprend le cas de Pierre, sauf que Pierre, eh ben, il a un peu évolué, parce qu'on retrouve en haut de la fiche d'imposition qu'il est marié et qu'il a deux enfants. Ce qui fait que le nombre de parts, hein, qu'on retrouve en haut à droite, il est de 3. Donc pour sa conjointe et lui, ça fait deux parts, et les deux enfants, ça fait une part supplémentaire. Dans la première partie de la fiche d'imposition, on va retrouver les revenus des deux déclarants, avec une déduction qui se fait à chaque fois sur les revenus de 10%. Et du coup, on retrouve la base, le revenu global qui va servir pour le calcul des impôts, et donc la base, hein, qu'on vient de voir avant aussi pour définir la tranche d'imposition, la tranche marginale d'imposition. Ce qu'on va regarder ensuite, hein, on va regarder toujours dans cet ordre-là, dans la fiche d'imposition, ça va être la déduction d'impôt, la réduction et le crédit. Donc on commence par la déduction. La déduction, l'objectif, c'est de venir déduire dans cette base un certain montant. Là, ce qu'on voit, c'est que dans la déduction d'impôt, il y a eu des versements qui ont été faits dans un plan épargne retraite euh, pour les deux déclarants, et on peut déduire 1200 euros de cette base de calcul pour l'impôt sur le revenu. Ensuite, la deuxième chose qu'on va aller regarder, oui, donc là, il y a d'autres exemples, je vais un tout petit peu vite, je m'arrête là, il y a d'autres exemples, hein, on a pris là l'exemple du PER, mais il peut y avoir des frais professionnels, des pensions alimentaires pour enfants qui sont des éléments qu'on va pouvoir déduire de cette base. Si on regarde ensuite la réduction d'impôt,
Euh, Là, on va pouvoir enlever du montant de l'impôt sur le revenu qui a été calculé selon la base qu'on vient de définir juste au-dessus, ben, un certain nombre de montants, par exemple avec de l'investissement dans ce qu'on appelle les FIP, et on le verra après pour l'outre-mer, dans les frais de scolarité ou par exemple du loi Pinel hein, que vous connaissez dans l'immobilier, et aussi ce qu'on connaît bien, c'est quand on fait des dons à des œuvres ou à des associations, bah, c'est ici qu'on va pouvoir faire de la réduction d'impôt. On va déduire directement sur le montant de l'impôt sur le revenu. Ce qui est important, c'est que la réduction d'impôt, on ne peut pas aller au-delà de 0 €. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de se dire, bah, j'ai un impôt sur le revenu, et ben, je vais le réduire pour arriver jusqu'à 0 €. Si jamais je réduis plus, je ne reçois pas d'argent, on reste à 0 €. Et le troisième, justement, qui lui n'a pas cette règle, ça va être le crédit d'impôt. Ou le crédit d'impôt, justement, hein, quand on regarde, hein, il restait 516 euros d'impôt. Hein, Pierre et sa compagne avaient bien fait de la réduction et du coup, il restait plus que 516 euros d'impôt sur le revenu. Et ben ici, on voit qu'ils ont du crédit d'impôt, notamment avec un emploi d'un salarié à domicile. Ça peut être la garde d'enfants, ça peut être un jardinier, hein, par exemple, hein, ce qu'on peut appeler une niche fiscale aussi, mais qui nous permet de faire du crédit d'impôt. Et là, cette fois, ben, j'ai pu faire du crédit supérieur à ce qui me restait en impôt. Donc, je vais recevoir un chèque des finances publiques, ici de 1009 euros, hein, parce que les 516 moins les 1525, et ben, c'est ce qu'on va recevoir de la part des finances publiques au mois de septembre avec le calcul. Donc, il y a bien la déduction d'impôt où je viens réduire la base de calcul de mon impôt, la réduction où je viens enlever du calcul de l'impôt sur le revenu jusqu'à 0 et le crédit d'impôt qui me permet d'aller en dessous. Pour faire cette optimisation fiscale, hein, mais il existe un certain nombre de produits et de placements financiers. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux exemples, rentrer un peu plus dans le technique de comment fonctionne le PER, donc le plan épargne retraite, ainsi que les FIP et FCPI, qui sont le capital investissement. Alors, il y a un petit warning d'abord, hein, c'est que l'optimisation fiscale, ce n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de regarder dans la globalité du projet ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, est-ce que par rapport au projet qu'on a, eh ben, on a les stocks suffisants? Est-ce qu'on est prêt à bloquer cet argent sur un horizon 5, 7 ans, ou voire même plus jusqu'à la retraite? C'est toutes ces choses, la fiscalité en entrée, la fiscalité en sortie, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est un levier d'investissement supplémentaire par rapport à d'autres leviers, mais il faut bien regarder le projet et votre projet dans son ensemble pour voir si c'est pertinent ou pas, et faisable aussi, hein, parce que les tickets d'entrée, etc., peuvent changer. Là, ce qu'on va voir du coup dans les exemples, un mécanisme d'optimisation one shot, on va parler ici de capital investissement. Qui est un des produits, vous l'avez peut-être entendu aussi sous le nom de private equity, qui permet de faire un financement sur des entreprises non cotées en bourse. Donc typiquement des très petites entreprises ou des PME, par exemple, qui sont pas sur le marché financier. L'objectif hein, pour ces entreprises, c'est d'avoir une rentrée d'argent pour développer un nouveau service, par exemple, et grandir. Aujourd'hui, on distingue deux produits, ça va être le FCPI, hein, les fonds communs de placement en innovation, et les FIP hein, pour la proximité. Ce sont des produits qui sont bloqués entre 7 et 10 ans. Ça peut être 7 si ça peut bouger en fonction de la rentabilité. On rentrera dans le détail un peu plus après. Et bien sûr, comme sur d'autres produits, il y a des déblocages anticipés en cas de décès ou invalidité.
Les FCPI et les FIP, hein, le capital investissement, ça permet de faire une diversification du patrimoine, on y reviendra aussi, mais justement sur les entreprises cotées en bourse, on voit que on s'ouvre à un autre panel dans notre portefeuille d'investisseurs en allant investir dans ces entreprises. Si on regarde un exemple de Pierre, hein, par exemple, qui veut investir 10 000 euros, qui a 10 000 euros d'impôt sur le revenu, il fait un investissement de 10 000 euros et il a un gain cette année de 2 250 euros. Alors pourquoi on dit cette année, hein, parce que les taux de déduction d'impôt, ils changent chaque année. Et du coup, ça fait partie du projet de loi de finances, là où ils sont définis. Et cette année, c'est 22,5%. À titre comparatif, si je dis pas de bêtises, Arnaud, c'était 16,5 l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que là, c'est quand même très intéressant. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que c'est de la déduction immédiate, que je vais investir mes 10 000 euros, et tout de suite, sur les impôts de l'année prochaine, et ben, je vais avoir ma réduction d'impôt. Si je sors à 7 ans, on a vu que c'était des produits entre 7 ans et 10 ans, et ben quand je sors, hein, sans considérer que je fais de plus-value, ben je récupère mes 10 000 euros. C'est-à-dire que j'ai investi 10 000 euros, j'ai récupéré 10 000 euros, mais entre-temps, j'ai gagné 2 250 euros d'imposition. Donc là, on aura une sortie avec une plus ou moins-value, hein, c'est ce qu'on verra après dans les exemples. Dans le schéma de trésorerie au-dessus, hein, on ne le prenait pas en compte, et du coup, bah, je l'aurais dit, mais ça permet de diversifier encore une fois son investissement. Si on regarde un petit peu les classes d'actifs sur le capital investissement, hein, pour le comparer visuellement à des autres produits, enfin en tout cas à des autres fonds, c'est décorrélé des marchés financiers. Donc si on compare par exemple au CAC 40, hein, on voit que le capital investissement, eh ben, en performance annuelle sur les 10 ans, il fait 12,4% par rapport au CAC 40 à 8,9%, ou le CAC qui regroupe quasiment l'ensemble des sociétés en bourse à 8,2%. Donc effectivement, il a une performance aussi attractive qui nous permettent, nous, de proposer ce produit sereinement. Si on regarde dans la vie d'une société un peu les différentes étapes, où au début on va avoir plutôt la start-up, hein, qui va chercher ce qu'on appelle plutôt de la love money, puis après qui va chercher des business angels pour développer et donner un coup de boost au projet, à l'entreprise de manière générale, et ensuite on va arriver sur le capital développement, et c'est là où nous on va se situer, hein, où les partenaires vont investir dans ces entreprises qui ont besoin de développer un nouveau service, mais qui ont déjà une valorisation aux alentours de 5 millions d'euros, qui permet aussi de limiter les risques. Alors forcément, si on investit au tout départ d'une entreprise et que l'entreprise arrive à 5 millions d'euros de valorisation, bah, on aura fait une énorme plus-value. Par contre, le risque, il est énorme aussi. Donc, du coup, pour limiter ce risque, eh ben, c'est plutôt du capital développement en fait qu'on va chercher, et plutôt aller dans ces étapes de réflexion de l'entreprise. Ce qui est important de voir, et là on va parler d'une notion très importante qui est la courbe en J du capital investissement. Quand on fait un investissement, par exemple pour une entreprise, pour des entreprises qui vont faire de la R&D, qui vont développer un nouveau service, donc embaucher, acheter des nouveaux bureaux parce qu'ils ont besoin de locaux plus grands, etc. Et ben on a une phase qui est la phase d'investissement où là la valeur liquidative ben, va diminuer parce que vraiment dans cette phase d'investissement on ne fait que investir. Et ensuite, on va avoir notre retour sur investissement. Et du coup, bah, que l'entreprise a développé, enfin ce qu'ils ont développé, va augmenter la valeur liquidative. Donc on retrouve cette courbe en J majuscule qu'on retrouve, hein, la phase d'investissement et la phase de retour sur investissement. Alors n'ayez pas peur, il y a beaucoup de chiffres. C'est un exemple d'un partenaire avec qui on travaille en lien serré sur justement les résultats sur les 20 dernières années
de ces fonds en capital investissement. Donc, ce qu'on voit, hein, ce qui est important, c'est qu'on voit les différents millésimes chaque année et on voit la colonne où c'est liquidé. Liquidé, ça veut dire hein, qu'on a passé les 7 ans et que du coup les fonds ont été sortis. Et ce qu'on voit dans les performances, c'est que tous les fonds qui ont été liquidés sont dans le positif, hein. Et on voit notamment du 125% par exemple en 2009 ou du 209% en 2013 à la sortie. Donc ça, ça montre aussi, et nous, c'est les paramètres qu'on regarde quand on travaille avec nos partenaires, ben, c'est de voir aussi la performance des fonds qui est disponible. Donc effectivement, on voit là sur les années plus récentes qu'on est plus proche de zéro, voire dans du négatif, mais c'est parce qu'on est dans cette courbe en J et qu'on est dans cette phase d'investissement, et c'est pour ça qu'on retrouve ces montants qui après vont accélérer pour monter bah, dans cette barre du J. Ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est qu'il y a des années, et notamment les années Covid, où là, ben, il y a eu un peu plus de mal à décoller, et ben, les fonds peuvent décider de prolonger la sortie, c'est-à-dire de pas s'arrêter à 7 ans et de dire bon, on va aller jusqu'à 10 ans pour justement aller chercher la performance parce que du coup, et ben, l'investissement a duré un peu plus longtemps ou l'économie va se relancer et du coup, pour que les investisseurs ils s'y retrouvent, eh ben, on va augmenter un petit peu la sortie pour aller chercher le positif. Là, on va prendre un exemple aussi de mode de fonctionnement, ce qu'on appelle la pompe à FIP. Alors, on prend l'exemple du FIP, hein. Le FIP, c'est un investissement, là, on a vu un investissement sur la métropole dans l'innovation, hein, les FCPI. Ici, le FIP, ça va être de l'investissement dans les Outre-mer, qui nous permettent d'aller chercher cette fois une réduction de 30%, mais du coup, pareil, hein, ça dépend du projet global et et de ce qu'on veut. Le, euh, la pompe à fibre, comment ça marche, hein, c'est que chaque année, je vais investir dans mon fonds, je vais investir 5 000 € par exemple, pendant 7 ans, jusqu'à la sortie, hein. Du coup, chaque année, je mets 5 000 € et en fait, au bout de la huitième année, eh ben, je vais récupérer les 5 000 € de mon premier fonds que je vais réinvestir automatiquement. Donc en fait, ça va s'autofinancer et du coup, je vais pouvoir faire ma réduction fiscale chaque année sans avoir à sortir d'argent parce que je les ai assortis sur les 7 premières années. Là, c'est le fonctionnement de la pompe à FIP qui marche très bien avec les FCPI aussi. Donc pour conclure sur le capital investissement, hein, c'est que le ticket d'entrée, bah, il est faible. On peut investir dans les FCPI ou les FIP à partir de 1 000 €. On a une réduction immédiate sur l'année d'après. Et qu'on a une exonération aussi de la plus-value au moment où on sort du fonds. Ça, c'est assez important. On peut le faire tous les ans, et bien sûr en respectant les plafonds de niche fiscale qui sont autorisés. Et la dernière partie, c'est que oui, effectivement, on favorise le développement de l'économie française parce qu'on investit dans les entreprises. On fait un peu du qui veut être mon associé dans les PME. Pour un autre exemple de produit, là, on va parler du plan épargne retraite. Du coup, le plan épargne retraite, vous en avez certainement déjà entendu parler. Je te laisse avancer, Arnaud. On va regarder par rapport à notre tranche marginale d'imposition hein, qu'on a regardé tout à l'heure. C'est intéressant de faire un plan épargne retraite quand on a une TMI de 30%. Donc on a vu tout à l'heure avec le barème progressif comment on calculait notre TMI. Là on va prendre l'exemple où on va mettre 300 € par mois sur notre PER avec un TMI à 30%, c'est-à-dire que bah, je fais une réduction d'impôt de 90 € par mois. Un élément qu'on voit dans la fiche d'imposition en dernière page, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette partie-là, mais on a les plafonds des plans épargne retraite qu'on retrouve dans notre fiche d'imposition. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas le même plafonnement que les niches fiscales dont on a discuté juste avant, c'est un plafonnement à part. Donc du coup, on peut très bien, selon notre stratégie d'investissement, et ben, cumuler les deux types d'investissements sans que l'un impacte le plafond de l'autre. Euh,
Donc là, vous me dites, mais les fonds, je les ai jamais utilisés, donc je les ai perdus. Mais en fait, il y a un rattrapage sur les 3 années précédentes des plafonds non utilisés. Si on va regarder les 3 dernières années, et puis en fait, on peut utiliser les fonds de chaque année, même si si on ne s'en est pas servi. Il y a ce rattrapage-là, et aussi on peut mutualiser avec les fonds du conjoint. Et donc, du coup, on peut additionner les deux pour les faire travailler ensemble. Autre, l'inconvénient le petit point négatif qu'on peut avoir sur le plan épargne retraite, c'est qu'on est bloqué retraite. C'est un investissement qui est à long terme. Alors effectivement, on peut sortir en cas d'achat de résidence principale, mais on va avoir une forte fiscalité dessus. Et on peut sortir selon les conditions comme d'autres placements financiers, selon décès, invalidité, surendettement. Euh, on a une sortie en rente au capital, on a une succession avantageuse, c'est-à-dire qu'on a un abattement légal de 152 000 euros, comme on peut avoir sur d'autres produits, donc c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la succession, donc c'est important. Et on peut faire des versements ponctuels, donc c'est-à-dire des versements en fin d'année parce qu'on a envie d'investir, en fonction des impôts aussi, ou programmés, hein, avec un versement mensuel, comme on a vu dans notre exemple, à 300 euros par mois. Ce qui est important de noter, c'est la fiscalité en sortie, parce que du coup, le plan épargne retraite, on vient de voir tous les avantages, mais en sortie, on va recalculer les impôts qu'on a réduits au TMI actuel. Si on est passé à la retraite à un TMI à 11%, ben on va recalculer tous nos versements multipliés par notre TMI, et c'est ce qu'on va redonner à l'État en fiscalité. Également aussi, on est imposé hein, avec la flat tax sur les bénéfices qu'on a fait sur le PER. Donc là, vous allez me dire, bah, en fait, on a attendu jusqu'à la retraite pour bloquer ces financements. Et au final, quand on sort, bah, on se fait taxer. Alors oui, mais c'est là où l'objectif de l'investissement, faire la réduction, c'est que la première pierre. La deuxième pierre, eh ben, c'est de faire travailler ce plan épargne retraite. On reprend l'exemple des 300 euros par mois. Euh, je mets 300 euros, en fait, j'ai un effort d'épargne de 210 euros. Parce que je récupère tout de suite 90 euros en réduction fiscale. Si on fait des placements pour viser une rentabilité, un rendement de 4%, au final, au sein de mon PER, j'ai l'intégralité qui travaille je vais faire un rendement à 28 000 euros. Et ça, du coup, c'est important de se faire accompagner dans l'ouverture d'un produit comme celui-ci pour justement aller chercher du rendement et le faire travailler. Ce n'est pas que pour la réduction fiscale, c'est aussi un placement, oui, à horizon long terme, mais qu'on va faire fructifier. Et du coup, bah là, je vais laisser Arnaud vous présenter justement dans ce PER des choses qu'on peut aller chercher pour aller chercher du rendement. Merci beaucoup, Johan, pour alors beaucoup de notions vues ce soir. Alors je vous donne l'info, très 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 bon dans le timing. De ce que je retiens, bah, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire de la déduction-réduction d'impôt en fonction de mon projet, hein, bien sûr. Et une des manières, c'est de faire un PER, mais Johan a dit, hein, il faut qu'il travaille à l'intérieur. Le but aujourd'hui, c'est pas de présenter tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, parce que ça serait trop long. Ça reste une enveloppe fiscale, tout comme l'assurance vie, sauf que là, bah, du coup, on va choisir des bons produits, bloqués retraite certes, mais qui peuvent travailler. Et on va vous donner un exemple qui justement est assez peu connu sur le marché. L'idée, c'est de se dire, je vais pas forcément investir sur le marché action et je vais pas non plus forcément investir dans ce qu'on appelle des obligations. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, une obligation, ça fait tout simplement une dette, une créance vers une entreprise ou un État. En contrepartie, donc je prête de l'argent, je reçois ce qu'on appelle un coupon. Donc par exemple, si je prête de l'argent en horizon 2030, je vais recevoir mon argent en 2030 plus des coupons de rendement. Voilà, c'est une dette. Et ben, il y a ce qu'on appelle les produits structurés, qui est tout simplement un hybride entre le marché action et l'obligation. Comment ça marche? Et ben, je vais avoir ce qu'on appelle un airbag de sécurité en cas de perte, mais un plafond en cas de gain. Par exemple, si je prends l'exemple du marché action, vous êtes d'accord? Si l'entreprise sur laquelle j'investis fait un gain,
bah, en fait, je suis illimité dans les gains en fonction de la performance. Par contre, dans la perte, mon portefeuille va suivre avec également. Le marché obligataire, comme je disais tout à l'heure, lui, il va avoir un objectif de rendement à peu près connu à l'avance et une date de fin. Et ben, je peux combler les deux avec un produit qui me donne mon rendement à l'avance et me donne une perte, un airbag de sécurité en cas de perte en capital, pardon. Donc, comment ça marche? Eh ben, un des produits, par exemple, que on travaille avec Johan, ça va être pareil. Donc, comme le capital investissement, il y a des millésimes. Là, c'est le décembre 2025, donc c'est celui qui est en ce moment. Il y en a eu, voilà, il y en a eu plusieurs d'autres avant. Mais en fait, chaque produit va avoir des caractéristiques. On a la maturité, donc la durée de placement, 1 an à 12 ans. Voilà, on connaît à peu près. Je vais avoir un sous-jacent, donc là, c'est vraiment spécifique aux produits structurés. Alors, ça va être la partie technique de la conférence de ce soir. Qu'est-ce qu'un sous-jacent? C'est tout simplement l'indice de référence, donc comme un indice boursier, le CAC 40, comme on a dit tout à l'heure, pour les 40 plus grandes capitalisations françaises, et ben là, ça va être un autre indice. Cet autre indice, donc c'est celui-ci, hein, MSI Transatlantique Multisecteur, Select 20, en fait, ça va être tout simplement 20 entreprises, moyennant européennes, américaines, qui vont être sélectionnées dans un indice. Donc, voilà, c'est juste une réplique des valeurs. Donc, on va avoir un sous-jacent de référence. Vous allez le comprendre tout à l'heure. On va avoir une durée de départ. Donc là, c'est 29 décembre. Et on va avoir un objectif de rendement, enfin, surtout, hein, un rendement, un contrat. Donc là, c'est 10%. En fait, je connais mon rendement à l'avance. Je sais que je vais gagner 10% par an. Je vais avoir une fréquence d'anticipation, c'est-à-dire le moment où je vais regarder quand est-ce que mon produit peut finir. Donc là, c'est quotidien. Donc tous les jours, à partir de 1 an. On le reverra aussi tout à l'heure avec un exemple. Je vais avoir un seuil de remboursement anticipé, c'est-à-dire que l'objectif, s'il n'est pas atteint au bout d'1 an, et ben en fait, il va être de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'il va être dégressif de 4,5% d'objectifs à aller atteindre. Également, le fameux airbag de sécurité, et ben en fait, je suis protégé de mon épargne jusqu'à moins 60% de baisse de l'indice de référence. Donc, ça comble bien. Maintenant, si je prends par exemple justement ce fameux barème, rappelez-vous, on investit non pas sur l'indice de référence, mais dans un produit structuré, dans une boîte qui va s'appeler Exceltis. Cet Exceltis, c'est tout simplement un produit émis par une banque. Ça peut être Natixis, ça peut être la BNP. D'autres exemples, là, et pour cet exemple-là, ça va être Citigroup, voilà, c'est d'autres, il y a plein de banques. Et on va comme prêter notre argent non pas sur un livret A, mais directement à la banque pour qu'elle investisse. Et cette banque-là va regarder l'indice de référence. D'accord. Maintenant, regardons c'est ce fameux indice sur lequel on n'a pas investi. Je regarde la valeur de l'indice. Donc, la date de départ, ça a fait 0%, c'est la date de départ. OK. Ça va figer la constatation. Par exemple, si l'indice, le 29 décembre, il est à 700 euros, et ben, c'est la date, la valeur de départ. Il y a une année blanche. Au bout d'1 an, on va regarder la valeur. Si la valeur n'est pas dépassée, et ben, l'objectif descend d'année en année. Donc, on perd bien 4,5% d'objectif à aller atteindre jusqu'à moins 45%. Jusqu'à moins 45%, je gagne. Si, au bout de 12 ans, je suis entre moins 45% et moins 60, eh ben, je récupère 100% de mon gain en capital. Donc, j'ai bien une protection jusqu'à moins 60. Bon, maintenant, parlons concret. Admettons, j'investis 1000 euros dans mon PER sur ce produit. Je mets 1000 euros. Si j'ai bien écouté Johan, j'ai une TMI à 30%, je mets 1000 euros, j'ai 300 euros de réduction d'impôt l'année prochaine. Mais mes 1000 euros, ils sont dans mon PER. Donc, je vais les mettre sur ce fameux produit Exceltis. Ce Exceltis, il va regarder la valeur du fonds. L'indice de référence, qu'est-ce qu'il fait au bout d'1 an? Ah, il a fait 20%. Est-ce que je gagne 20%? Non. Parce que j'ai accepté d'avoir un plafond de 10% en cas de gain. Donc là, c'est magique parce que au bout d'1 an, je commence à regarder. Le fonds a dépassé la valeur de base. J'ai fini mon contrat. Je récupère 110% de mon investissement. Et là, donc certaines personnes sont pressées d'écrire dans le chat qu'est-ce qui se passe si l'indice de référence ne dépasse pas la valeur initiale au bout d'1 an? Et ben en fait, le fonds continue jusqu'à dépasser. Par exemple, deuxième cas, le fonds pendant 6 ans ne dépasse pas.
Et admettons, au bout de 6 ans, il arrive à aller jusqu'à -17. Il remonte un petit peu jusqu'à -17% de sa valeur de base. Et bah, j'ai respecté quand même mon contrat parce que l'objectif a baissé. Dans ce cas-là, mon contrat, c'était quoi? C'était 10% par an tant que je dépasse. Et bah, effet mémoire, je récupère 160% de mon capital, donc 10% par an, ma sixième année. Cas défavorable. Alors, il faudrait que pendant 12 ans, l'indice n'arrive jamais à dépasser l'objectif et d'être en dessous des 60%. Dans ce cas-là, -62% la deuxième année, je ne récupère que la différence. Donc, je ne récupère que 38% de mon capital. C'est ça le petit risque. Alors, on pourrait se dire, et du coup, bah, c'est quand même risqué. Bah, en réalité, ce qu'il faut, c'est comprendre bah, l'airbag de sécurité, mais aussi l'historique. C'est un peu, comme disait Johan avec le fameux fonds qu'il a présenté, ça s'étudie. Et bah, si je prends l'historique depuis 2020, sur une moyenne de 4 fonds par an, à peu près, hein, 4 millésimes par an, 4-5, et ben en fait, la durée moyenne des investissements s'est fait sur 1 an et 3 mois. Si je prends l'exemple, par exemple, de rendement septembre 2024, et bah, pareil, il était de 9,5, il a été sorti le 7 octobre. Aujourd'hui, octobre est sorti, 2024. Cette année-là, il y en avait deux. Si j'en prends d'autres, rendement mai 2024, sorti en juin 2025, etc., etc. Donc, oui, en fait, tous les anciens fonds sont sortis, ils sortent un par un. Alors, bien sûr, ça s'étudie. C'est aussi le cas hein, de se dire, bah, je peux mettre plusieurs millésimes, un peu chaque année, hein. Je vais aller chercher une réduction d'impôt, mais j'ai respecté ce que m'a dit Johan. J'ai fait travailler mon argent à l'intérieur sur un produit, bah, en ce moment, très intéressant. Alors, c'est un des exemples, on peut faire pas mal de choses, hein, mais là, c'est un des exemples qui est opportun hein, sur le marché. Alors, c'est lié bien sûr à l'augmentation des taux, enfin, pas mal de choses, pas forcément le temps de parler de tout ça sur la conférence, mais là, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Et justement, alors là, ça fait beaucoup d'informations ce soir. On a vu pas mal de choses. Johan nous a montré bah, déjà que on est là, pas pour parler d'optimisation, pas pour, sans faire exprès, ne pas remplir les bonnes cases sur ma déclaration, mais pour vraiment flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Ça, c'était vraiment le premier point. Ensuite, bah, c'est d'adapter ces projets bah, en fonction de ma situation. Si j'ai pas forcément assez mon épargne de précaution ou si j'ai que, je sais pas, un petit montant à mettre de flux tous les mois, bah, peut-être que j'ai des solutions un peu plus flexibles avant de parler de réduction d'impôt. Parce que Johan l'a dit, l'impôt, on en paye tous. J'en paye aussi. Je suis content d'en payer pour aider l'économie, réparer le rond-point à côté de ma ville, etc. Mais en fait, c'est pas forcément une fin en soi. Et le dernier point, bah oui, on peut en fait choisir par contre, oui, l'impôt, on en paye, mais on peut choisir de le rediriger vers des convictions personnelles, donc des entreprises qu'on accompagne, ou vers ma propre retraite. Maintenant, donc on a parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, le premier point, c'est que aujourd'hui, et c'est ce qu'on a eu l'habitude d'avoir tous, c'est qu'on a parlé de produits. On a parlé d'exemples, Exceltis, capital investissement, etc. Parce que souvent, on se concentre sur le produit et se dire, est-ce que bah, c'est le bon produit du moment, il faut que j'y aille. On va aussi se concentrer sur le comment, avec quel montant j'investis, est-ce que j'utilise de l'épargne mensuelle, est-ce que j'utilise un stock sur mes livrets qui dorment depuis trop longtemps, qui se font grignoter par l'inflation. Et on oublie trop souvent notre fameux pourquoi. Le pourquoi, c'est quel est mon objectif? Est-ce que j'ai un réel objectif d'investir, mais de bloquer sa retraite? Est-ce que j'ai un objectif dans 2-3 ans et du coup, ça va m'empêcher si j'ai mon capital investissement dans 7 ans? Parce que oui, d'habitude, on a l'impression de se concentrer sur la partie produit, alors qu'en réalité, c'est le pourquoi qui est le plus important. C'est pour ça qu'on a parlé aussi en introduction bah, de notre étape de conseil. En fait, le plus important, c'est de savoir si est-ce que je suis éligible à tout ça. Si oui, tant mieux. Mais en fait, c'est de comprendre mes objectifs personnels. Est-ce que j'ai une résidence principale à aller acheter dans 4 ans ou dans 8 ans? Et ben, si c'est dans 8 ans, peut-être que je peux mettre dans une épargne plus intéressante, etc. Et ensuite, une fois que j'ai mon pourquoi, etc., je vais pouvoir utiliser mon comment et mon produit, ma solution à la fin, avec une étude sur mesure.
Avant de parler de la suite, euh, on est parfaitement bon dans le timing. N'hésitez pas, on est en petit comité ce soir, c'est comme ça qu'on travaille avec Johan, à utiliser le chat. Cette conférence qui a été peut-être un peu vite dans certains sujets un peu techniques, on a quand même vu pas mal de choses entre comment marche l'impôt, quelles sont les solutions. N'hésitez pas à poser quelques questions, ça donnera un peu de vie sur la conférence. Et en parallèle, dans quelques minutes ou secondes, vous allez recevoir également un petit questionnaire d'évaluation sur la conférence. C'est très important pour Johan et moi, pour un peu avoir votre retour et sur justement débriefer sur les points que vous voulez creuser ou alors tout simplement si vous voulez avoir d'autres idées ou d'autres informations sur les prochains événements, par exemple, ou si vous pensez à des personnes. Voilà. Donc, c'est important pour notre démarche. Pensez à le faire voilà, après la conférence, de prendre, allez, 30 secondes, je pense, pour répondre aux questions. Avant ça, j'attends vos questions. Si pas de questions, mettez un pouce. Si vous voulez revoir un petit sujet, que ce soit une notion de réduction fiscale, une notion dont j'ai parlé avant, peut-être le Excel 6 qui a été voilà, une des notions possibles dans le plan retraite, ne pas hésiter. Alors j'attends un petit peu. Voilà, je disais d'expérience, le temps d'écrire dans le chat. Vous pouvez utiliser aussi les micros, hein. Mais le temps d'écrire dans le chat, c'est un peu long. Alors, donc il y a Fiona qui nous dit, à partir de quel moment d'investissement mensuel cela commence à être intéressant d'après vous? Alors, à quel montant ça va être intéressant? Ben, en fait, ça va dépendre sur quel type de produit. Par exemple, si je prends l'exemple du PER, alors ça va dépendre de certains, et ben, dès 100 euros par mois, c'est intéressant. Ce qui compte, et ce qu'a dit Johan, c'est annuel. Admettons, on fait une étude, on est prudent, on dit je mets 100 euros par mois. On voit qu'au mois de novembre, on fait le point sur l'imposition. Il me reste un peu d'imposition, un peu de finance aussi, et il y a un produit sympa comme l'Exceltis. J'ai 1000 euros à rajouter, je peux verser one shot. Je peux faire un peu les deux. Et comme ça, les 1000 euros sont investis dans un produit qui va aller chercher du rendement au sein d'un PER et en même temps de faire de la réduction fiscale. Mais du coup, ça se calcule au-delà du rendement que ça peut apporter, ça se calcule aussi pour voir s'il reste de l'impôt à gommer ou si en fait c'est mieux d'investir dans un autre produit, si jamais il y a du stock, parce qu'on a déjà fait assez de réduction d'impôt. Donc en fait, tout se calcule en fonction du projet. Ça répond? Super. Donc, c'est intéressant tout le temps. En attendant les prochaines questions, je parle rapidement de l'actualité. Et justement, alors, en fait, c'est le bon moment hein, de parler justement de fiscalité parce que euh, d'autres sujets, comme par exemple le FPCI, alors là, le FPCI, hein, on a changé une des lettres exprès. C'est juste que c'est un produit, alors qui n'est pas donné à tout le monde, mais là, c'est vraiment pour ceux dans la salle qui sont curieux de comprendre encore une nouvelle notion de private equity, donc qu'a parlé Johan. Mais là, c'est vraiment des fonds investissement premium. C'est des fonds qui sont disponibles à partir de 100 000 euros. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur des fonds premium, multidiversifiés, normalement réservés aux professionnels, eh ben, il y a une conférence que je co-organise avec des confrères où on fait venir un des gérants les plus renommés de la place du marché en France qui va parler d'un produit inédit le 24 novembre à 20h. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire un petit retour à Johan ou moi. C'est gratuit, petite conférence un lundi soir. Également, il y a en parallèle de nos métiers de conseil respectifs avec Johan, on fait partir, moi à titre personnel, vraiment beaucoup, mais de pôles de formation qui permet justement à des personnes un peu curieux, alors là, non pas de jouer sur la fiscalité, mais d'en découvrir un peu plus sur la partie formation de conseil, avoir des revenus complémentaires, aider ses proches, etc. Il y a certaines matinées couvertes une fois par mois. La prochaine, c'est le 15 novembre, à Paris-Montparnasse, s'il y a des Parisiens dans la salle. S'il y a des Lyonnais, je pense qu'il y a des Lyonnais dans la salle,
C'est possible en visio, mais c'est le samedi matin. Ensuite, le dernier événement, un peu plus tard dans l'année, ou l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle le Mindmaster. C'est un peu le TEDx, mais plutôt à la française. C'est des interventions de 20 minutes sur un jour et demi liées à l'éducation financière, le leadership et l'entrepreneuriat. Donc, c'est au Grand Rex. On a réservé la salle pour vous. Énorme événement. Il reste justement des places à tarif réduit assez intéressant, avec beaucoup, beaucoup de notions. C'est pas que réservé du tout aux conseillers financiers ou ceux qui aiment la technique, pas du tout. C'est vraiment une notion de développement personnel assez intéressante. Donc voilà, c'était aussi pour partager ces notions de choses qu'on est aussi amené à faire avec Johan. On co-organise un peu tous ces événements. Donc pareil, n'hésitez pas à en faire part si vous êtes intéressé par un des événements, soit dans le questionnaire, soit directement à la personne qui vous a invité. Euh, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Est-ce que n'hésitez pas à ouvrir les micros si c'est plus simple. Euh, et puis, bon, si pas d'autres questions, vous pouvez du coup prendre le temps de répondre au questionnaire, prendre le temps de dire au revoir. On a été très très content avec Johan de vous présenter tout ça ce soir. Félicitations à vous. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, c'était sa première conférence. Oui. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Je vais d'ailleurs en arrêter l'enregistrement.